Bonjour à tous. En l'absence de Jannick Durand, directeur du département des objets d'art, et en tant qu'adjointe, je suis heureuse d'introduire cette conférence sur le verre émaillé. Conférence en lien avec l'exposition qui se tient actuellement à Écouen jusqu'au 14 février et que vous avez peut-être vu ou que je vous invite à aller voir au plus vite. Et cette conférence va nous être tenue par 3 intervenantes. Françoise Barbe, qui est conservateur en chef au département des objets d'art, en charge des arts du feu de la Renaissance, donc émail, céramique et verre, et qui a déjà largement publié sur ces sujets, un livre sur la majolique, un corpus des émaux vénitiens. Isabelle Biron, qui est ingénieure de recherche au Centre de recherche et de restauration des musées nationaux, donc qui est la grande spécialiste de l'étude scientifique des émaux, que ce soit émaux sur métal, sur lesquels elle avait dirigé une importante somme publiée aux éditions Faton, ou émail sur verre. Et enfin, Aurélie Gerbier, qui est conservateur au château d'Écouen et qui, comme Françoise Barbe, est en charge de la céramique, des verres, des collections du Musée national de la Renaissance. Donc toutes 3 vont vous exposer les recherches, les résultats d'une longue recherche de plusieurs années sur le verre émaillé de la Renaissance et les difficultés, la complexité des analyses et de leur interprétation. Et sans plus tarder, je leur laisse la parole. Merci Anne. Bonjour à tous, merci d'être présents. Nous sommes très heureuses de vous présenter à la fois une synthèse très rapide évidemment de ce projet de recherche qui a duré de longues années, on va y revenir, et puis une façon aussi de vous introduire à l'exposition que j'espère vous pourrez voir, vous aviez peut-être déjà vu. Donc aux origines du projet, en réalité, ça remonte à 2007. Ce sont des chercheurs italiens, donc 2 historiennes de l'art, Rosa Barovier et Cristina Tonini, qui s'associent à un ingénieur de recherche, Marco Verita, pour essayer de mieux comprendre à la fois la composition, l'origine des matières premières des verres émaillés pour l'aspect scientifique. Il y avait évidemment aussi un aspect histoire de l'art, et donc ils commencent à se confronter à ce corpus, qui est un corpus assez imposant, qu'on estime à peu près 1000 objets, donc verres émaillés et dorés, attribués à Venise pour la Renaissance. Très vite, ils se tournent vers le C2RMF et vers Isabelle Biron, et vers le Louvre, au département des objets d'art, pour l'aspect analyse et collection. Ce projet va connaître plusieurs campagnes, il va y avoir plusieurs campagnes d'analyse à partir de 2009, donc entre 2009 et 2021. Un groupe de travail se constitue. On a le soutien à partir de 2013 de la Fondation des sciences du patrimoine. Le projet s'appelle à partir de cette date Cristallo. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Et puis voilà, donc beaucoup d'acteurs, un projet pluridisciplinaire avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de musées concernés, qui sont quasiment tous ceux qui ont participé par le biais d'analyse de leur collection, sont quasiment tous représentés dans l'exposition, à quelques exceptions près. Et puis d'autres musées aussi ont participé à l'exposition, qui n'ont pas forcément eu tous leurs objets analysés. Alors quel était le projet scientifique, enfin, le pourquoi de cette étude ? C'était bien sûr de conforter nos connaissances sur les verres vénitiens, donc les recettes vénitiennes, en passant par la composition des matières, mieux connaître aussi les émaux. Et puis, une des questions, c'était pouvoir identifier cette production qu'on attribue, c'est vraiment l'historiographie depuis le 19e siècle attribue ces magnifiques objets à Venise, les distinguer d'autres productions qu'on appelle les façons de Venise, produites peut-être dès la fin du XVe siècle, en tous les cas dans le courant du XVIe, c'est certain, dans d'autres ateliers italiens ou européens, puisque vous allez le voir, la clientèle apprécie beaucoup ces objets, et donc les recettes aussi et les artisans se migrent. Et puis, autre problématique, on savait qu'il y avait des questionnements sur l'authenticité de certaines des œuvres. Depuis le début des années 2000, il y a eu une vente importante en 2000, et donc voilà, ces questionnements sur l'authenticité étaient aussi l'un des enjeux de cette recherche, pouvoir distinguer peut-être, grâce aux études sur la matière, un objet ancien d'un objet moderne. Alors, en introduction aux matériaux, en termes de composition, dorure et émaillage, il est important de savoir comment on fabrique un verre. Un verre, c'est déjà une source de silice qui peut provenir de sable ou de quartz. C'est une source alcaline qu'on appelle le fondant puisqu'elle permet d'abaisser la température de fusion du mélange du verre.
Pour l'étude qui nous préoccupe, ce sont des cendres végétales qui peuvent être de nature sodique, de type salsola, salicorne, etc., ou de nature potassique avec des cendres de fougères ou de bois. Et pour les verres qui nous concernent encore, ce sont généralement des verres incolores. Dans ce cas-là, on ajoute un élément décolorant qui est un oxyde de manganèse, qui par des réactions particulières vont neutraliser le pouvoir colorant de certaines impuretés présentes dans le verre et apportées principalement par les sources de silice. Et enfin, si on veut produire un verre coloré, eh bien on va ajouter un colorant qui généralement est un oxyde métallique. Ça, c'est la base d'un verre le plus simple possible. Et le verrier, il va fondre donc son verre dans un creuset, et pour façonner l'objet, il va prélever avec une canne une paraison de verre en fusion, et il va souffler par la technique du soufflage. Et donc là, on ne va pas vous montrer comment on faisait les objets, mais si vous allez dans notre exposition au Château des Coins, vous verrez de très belles vidéos qui vous montrent la réalisation complète d'un objet en direct, avec en plus les éléments de décor. Donc une fois que l'objet est créé, une fois qu'il est refroidi, eh bien, on va passer à l'aspect décoration. On va appliquer des dorures, et les dorures sont appliquées avec des feuilles d'or. Elles sont collées sur le support avec un mélange d'eau et de gomme arabique. Et puis elles vont être gravées pour former certains décors, comme vous voyez sur le détail, avec des petites griffes ou en forme d'écailles. Ça fait des jolis décors au niveau de la feuille. Et une fois que les dorures sont posées, eh bien, on va émailler, on va faire les décors des émaux qui vont être posés soit directement sur le verre support, soit sur les dorures. Et qu'est-ce que c'est qu'un émail? C'est du verre en poudre. Donc là, en l'occurrence, ce sont des verres colorés qui vont donc comporter un agent colorant. Ce sont aussi des verres opaques qui vont être opacifiés par la présence de tout petits cristaux répartis dans la matrice vitreuse. Et cette poudre de verre va être mélangée avec un mélange d'eau et de gomme arabique également pour en faire une substance plutôt liquide qui va pouvoir être appliquée avec un pinceau, donc comme une peinture sur l'objet. Et une fois que les émaux seront bien secs, eh bien, ils vont pouvoir être cuits et donc l'objet est réintroduit à l'entrée du four. Bon, de façon très particulière, dynamique. Et là aussi, vous avez des vidéos dans l'exposition qui vous montrent bien comment c'était fait. Et c'est par la cuisson, une nouvelle cuisson, que les émaux vont être fixés et que les dorures vont être fixées et que donc l'objet va être terminé. Alors, comment nous avons procédé pour faire cette étude? Donc, elle a été faite au Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, dans les sous-sols du musée du Louvre. Nous avons fait une étude technique et analytique d'un corpus important d'objets, une petite centaine d'objets provenant de beaucoup de musées français et de quelques musées étrangers. Et cette étude a été réalisée en collaboration avec Marco Verita, qui a déjà été nommé, qui est un grand spécialiste des verres anciens en général, et qui est le grand spécialiste des verres vénitiens, et qui donc nous a apporté beaucoup dans cette étude. Alors, nous avons utilisé l'accélérateur. Vous avez un détail à droite qui vous montre un objet étudié devant l'extrémité de notre accélérateur de particules. Et cet accélérateur nous permet de faire des études très précises et complètes du verre, de la surface du verre, de façon totalement non destructive. Donc, c'était un outil privilégié pour ces objets qui sont très précieux et sur lesquels on ne peut absolument pas prélever quoi que ce soit, ni les endommager. Donc, comment a-t-on procédé pour bien interpréter nos résultats des analyses chimiques élémentaires, à la fois du verre support et des émaux? Nous sommes partis déjà d'une base de connaissances sur les recettes vénitiennes, qui se trouvent dans les livres de recettes, qui ont été beaucoup étudiés par Marco Verita et avec beaucoup de personnes vénitiennes qui ont traduit ces recettes. On y trouve beaucoup d'informations très précieuses sur les matières premières, les concentrations, leurs origines et certaines technologies verrières. On s'est aussi basé sur des connaissances que nous avions d'une base de données sur des verres vénitiens non émaillés, retrouvés dans la lagune de Venise et datés du XVe au début du XVIIe siècle, collectés par Marco Verita. Donc avec ces deux premières choses, c'était notre base de connaissances. Et puis il a fallu bien sûr aller plus loin, donc nous avons repéré des œuvres historiques sur lesquelles on avait des connaissances donc historiques qui remontaient le plus loin possible dans le temps pour constituer des références. Nous avons sélectionné des fragments archéologiques de verres émaillés vénitiens, donc de la Renaissance, datés du milieu XVe, milieu XVIe, retrouvés à Padoue, qui sont vraiment pour nous notre première base pour notre base de données qu'on va voir après. Et donc, à partir de tout ça, on a pu donc essayer d'interpréter les résultats de nos analyses chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? D'après les sources écrites vénitiennes, d'après notre base de données sur les verres non émaillés, et d'après les analyses que nous avons réalisées sur toutes nos références archéologiques de verres émaillés vénitiens,
on a confirmé les deux recettes qui étaient déjà connues, à savoir la première recette donc, qui est produite à Venise depuis le XIVe siècle, c'est la recette qu'on appelle Vitrum Blancum, pour du verre blanc, qui est réalisée à partir de galets de quartz, c'est une source de silice très pure, qui est réalisée à partir de cendres de plantes riches en sodium et en calcium, qu'on appelait alumé catino, qui est de type salsola, qui était importé à l'époque de Syrie et d'Égypte. Et puis, elles contiennent un agent décolorant, le manganèse. Ça, c'est la première recette. La deuxième recette qu'on a identifiée, et donc on confirme de nouveau, c'est une recette qui a été produite un peu plus tard, depuis le milieu du XVe siècle, qui est la fameuse recette Cristallo, recette très fameuse qui a fait une des célébrités de Venise, qui utilise les mêmes matières premières que pour la recette précédente, mais avec des choses différentes. Dans cette recette, on utilise du calcin. Le calcin, c'est du verre qu'on récupère, du verre concassé en morceaux, qu'on va mettre dans le creuset avec les matières premières pour fabriquer du verre. Ça permet d'amorcer plus facilement la fusion du mélange des matières premières. Dans la recette Vitrum Blancum, on prend un calcin de ce qu'on a sous la main. Dans la recette Cristallo, on va prendre un calcin de verre incolore, transparent, parfaitement propre et contrôlé pour ne pas contaminer le verre avec des éléments comme le fer, le plomb, l'étain ou différents colorants. Donc il y a un contrôle du calcin. Et ensuite, au niveau des cendres de plantes, qui sont de même nature que pour le Vitrum Blancum, ils vont faire un savant mélange de cendres de plantes brutes et de cendres de plantes purifiées, ce qui fait l'un des secrets de la recette Cristallo, qui bien souvent, dans les différents pays européens, n'a pas été bien imité parce que précisément, ils ne connaissaient pas ce secret. Et avec cette recette, eh bien, on obtient un verre d'aspect extrêmement limpide et parfaitement incolore, qui est de plus belle qualité que la précédente. Donc, dans toutes nos analyses, dans nos références, nous avons identifié ces deux recettes. Concernant les émaux, alors là c'est différent parce que quand nous avons commencé l'étude, nous n'avions pas de référence. Donc nous avons créé une base de données grâce à nos références archéologiques. Nous disposions au début de notre étude uniquement quelques analyses réalisées au Metropolitan Museum de New York par Mark Wipinski sur quelques objets seulement et sur des objets dont on ignorait s'ils étaient vraiment authentiques vénitiens ou non. Donc on ne pouvait pas se fier uniquement à ces données. Et donc nous, grâce à nos références archéologiques, à nos objets historiques, on a collecté toute une base de données dont je vous donne juste quelques exemples ici au niveau des agents colorants et opacifiants, mais les recettes sont beaucoup plus complexes que cela. Par exemple, pour les émaux rouges, eh bien, on a trouvé de l'oxyde de fer comme agent colorant, pour les bleus, des oxydes de cobalt, associés avec des impuretés comme le fer, manganèse, nickel, cuivre, et puis selon les périodes, avant le début du XVIe ou après, avec ou sans arsenic bismuth. Pour les blancs, ce sont des oxydes d'étain. Pour le turquoise, des oxydes de cuivre avec parfois du fer. Pour les jaunes, des composés des oxydes complexes d'antimoine plomb-étain ou antimoine plomb. Et pour les verts, des oxydes de cuivre et de fer. Et si on regarde la nature des agents opacifiants, donc ces petits cristaux qui sont répartis dans la matrice vitreuse, on a des oxydes d'étain pour rouge, bleu, blanc et turquoise. Et pour les jaunes, on a des oxydes à la fois antimoine plomb-étain ou antimoine plomb. Et pour les verts, des oxydes d'étain, plomb ou antimoine plomb-étain. Donc ça, déjà, ça nous donne vraiment les agents colorants et les agents opacifiants utilisés à Venise. Et après, il y a bien sûr les pourcentages, leur concentration, éventuellement si les matières sont purifiées ou non. Tout ça, on le détecte par l'analyse chimique. Donc tous les objets dans notre étude qui respectaient les recettes Vitrum Blancum et Cristallo pour le verre support et qui respectent les recettes de coloration, d'opacification, toutes les recettes des émaux, vont être qualifiés de respectant les recettes vénitiennes de la Renaissance, et vous allez en voir des exemples juste après. La première partie donc, de l'exposé vous montre justement un petit mise en bouche, on va dire, avec quelques très beaux verres émaillés et dorés qui sont présentés dans l'exposition. Et donc, pour revenir sur un des aspects dont a parlé Isabelle, on a cherché ce qu'on appelait les pièces de référence, tout simplement des pièces dont la provenance pouvait remonter loin dans le temps. Alors, on en a trouvé plusieurs qui étaient déjà connues. On a creusé un petit peu, disons, sur l'histoire de ces œuvres. Par exemple, ici, vous avez à gauche l'une des deux gourdes de pèlerins conservées dans le trésor de la cathédrale d'Apt. L'une, celle qui n'est pas venue à l'exposition, qui n'a pas été analysée, est montrée sur la petite photo, donc en noir et blanc, et elle était très précieuse puisqu'elle contenait la relique, le voile de Sainte-Anne. Voilà, donc ces deux pièces étaient attestées, l'une autour de 1700, l'autre, celle qui a été analysée à la période révolutionnaire, donc les deux en tous les cas
sans doute, c'est une paire qui est là depuis assez longtemps, et donc ça fait partie des objets, en tous les cas des verres émaillés vénitiens attestés en France, les plus anciennement conservés. Le petit gobelet reliquaire à droite qui vient de Vaduz ou Liechtenstein, lui, c'était très intéressant. C'est un objet donc, qui contient toujours des reliques, les reliques de Sainte-Barbe, et qui est donc fermé par de la cire avec un sceau qui nous donne une date, la date à laquelle a vécu l'évêque de ce diocèse. Et en l'occurrence, on sait qu'en 1513, l'autel d'une petite église, donc la chapelle de Marie, est consacré. Et vraisemblablement, c'est la date à laquelle ce verre a été déposé dans cet autel. Donc tout ça sont des objets donc presque archéologique, on pourrait dire. Autre cas, un objet entré dans les collections de Bologne, donc de ce qui seront les musées universitaires, qui était donc et attesté par une publication en 1780. Ce qui est intéressant, c'est que ce gobelet, donc, qui présente une scène religieuse, la fuite en Égypte et l'adoration des mages, était considéré en 1780 comme un calice de l'Antiquité paléochrétienne. Donc vous voyez, à la fin du XVIIIe siècle, l'attribution à Venise à la Renaissance n'était pas encore une évidence. Ça, c'est aussi intéressant pour l'aspect historiographique. Donc tous ces objets ont été analysés et entrent dans les recettes vénitiennes de la Renaissance dont on a parlé. Padoue, c'est un monastère en fait qui a été abandonné depuis pas mal de temps, mais qui a été complètement détruit dans les années 60, le monastère de Santa Chiara, et dont les fouilles ont été réalisées dans les années 2000 pour faire un parking, comme c'est classique. Et au moment où donc ce parking, enfin cette recherche archéologique a été menée, énormément d'objets, énormément de fragments ont été mis au jour, et notamment un très très bel ensemble de verres. Donc là, vous en avez quelques images, et puis des détails ici, notamment une série de verres bleus, ce qui est très rare. On en avait seulement 2 conservés dans les collections publiques, un à Jacquemart-André et un au Victorian Albert Museum. Et donc, c'était vraiment passionnant de découvrir enfin des objets archéologiques, donc forcément authentiques, qui confirmaient l'existence de certains types de formes, de certains types de décors. Donc là, notamment, un petit pouteau qui tient des guirlandes, enfin une frise de poutis. Et puis, sur les 2 autres, on le lit moins bien, mais ce sont des médaillons dans lesquels on a une scène d'annonciation, donc l'ange et la Vierge de chaque côté, avec chaque fois ce qui est vraiment caractéristique, des petits bandeaux dorés qui décorent le verre. Et également un objet en verre latimo, c'est-à-dire un verre blanc opaque, qui présente ce très joli portrait féminin rattaché. Alors on n'a pas évoqué, mais on va l'évoquer tout de suite avec Aurélie. Les décors peuvent être donc géométriques, mais aussi figuratifs, comme vous allez le voir. Oui, parce que c'est vrai qu'une des premières questions qu'on nous pose dans cette exposition, que les visiteurs nous posent, c'est effectivement ces objets étaient-ils utilisés, quelles étaient leurs fonctions à la Renaissance. Alors, on leur répond très très rapidement qu'évidemment ces objets sont très très fragiles et que dans 98% des cas, on va dire, eh bien, ce sont évidemment des objets purement d'apparat, une véritable vaisselle de prestige qui s'inspire de la vaisselle d'usage quotidienne, mais qui, par le matériau, par le décor, par l'investissement qui est mis dans ces objets, eh bien, deviennent complètement des objets d'apparat. Et au niveau de ces formes, on voit justement qu'il y a une inspiration de formes un peu plus courantes. Vous voyez par exemple à l'écran à droite une gourde de pèlerin. Ça, c'est une production que l'on a en grande quantité, plus d'une 50aine d'exemplaires, et qui fait évidemment référence à la gourde de pèlerin que porter le pèlerin lors de son pèlerinage, j'ai plus de synonyme, désolée, donc, et qui en fait existe dans différents matériaux, que ce soit en céramique, en étain, en orfèvrerie, etc. Donc c'est vraiment une forme d'usage qui est rentrée dans les arts décoratifs de la Renaissance un peu précieux, de façon tout à fait naturelle. D'autres formes que vous voyez à l'écran, notamment en haut à gauche et en dessous les coupes sur pied, alors qu'elles soient sur pied haut ou sur pied bas, qui font à peu près, qui constituent la grande majorité de notre corpus, qui sont des pièces qui portent un décor généralement. On reviendra dessus par la suite, mais soit historié, soit purement ornemental, et qui, en revanche, pour certaines occasions, auraient pu servir. Alors ça, c'est les archives qui nous en parlent, puisque, par exemple, donc si on prend la coupe dans le coin inférieur gauche, cette coupe sur pied bas, eh bien, on a un témoignage
dans des archives, dans un récit de banquet des noces de Costanzo Sforza et Camille d'Aragon, nous sommes en 1475, et bien ce type de coupe qui portait un décor héraldique a été utilisé lors du banquet de noces pour présenter les gélatines. Donc c'est intéressant aussi pour notre propos parce que donc, la gélatine, il y a ce côté transparent et donc il y a un écho avec le matériau que vous imaginez tout à fait. Et puis cette coupe sur pied haut juste au-dessus, eh bien pour certains de nos collègues, eh bien, on peut y voir peut-être une sorte de rafraîchissoir dans lequel eh bien, de l'eau froide était contenue et puis vous pouviez mettre votre bouteille au frais le temps d'en consommer le contenu. Les autres formes emblématiques sont notamment donc, le gobelet sur pied, qui existe selon différentes formes. On a déjà vu un exemple avec le très beau gobelet de Bologne. Et puis vous avez cette petite coupelle également sur pied bas que l'on associe à une salière, à la fonction de salière, notamment en s'appuyant sur les témoignages iconographiques de l'époque. Et puis on a des pièces qui ont certainement servi, donc on l'a vu avec les objets références que sont les gourdes d'Apt et puis ce petit gobelet reliquaire, donc utilisé dans un contexte religieux qui constitue quand même une toute petite minorité de notre corpus. Et cette typologie de lampe à suspendre, que l'on appelle le cesendello en italien, dont on conserve 3-4 exemplaires maximum dans le corpus, dont ce très bel exemplaire du musée de Murano, qui porte les armes de la famille Tiepolo. Donc une lampe à suspendre que l'on restitue notamment à la voûte des chapelles, comme le tableau de Carpaccio vous l'indique sur la gauche. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ces œuvres, c'est la grande variété de leurs décors et également les parallèles que l'on peut faire avec d'autres domaines, évidemment, des arts décoratifs et plus globalement l'art de la Renaissance. Et certaines pièces, justement, par leur décor, peuvent nous donner une idée de leur usage ou du contexte de leur commande. À l'écran, vous avez un des chefs-d'œuvre de notre exposition, eh bien, c'est ce gobelet qui présente un triomphe de la chasteté qui provient des collections du musée du Louvre. Donc sur toute la surface du gobelet, vous avez une petite scène qui se déroule, un triomphe avec la chasteté qui est sous un petit dé, donc tiré sur un char avec devant elle un petit Cupidon, qui est un petit poutot qui a les mains liées, qui est complètement entravé. Donc vous saisissez bien le rapport avec l'allégorie de la chasteté. Et puis, donc c'est vraiment une iconographie qu'on a mis déjà en lien avec ce goût et ce renouveau pour l'intérêt du travail de Pétrarque, des textes de Pétrarque. Et on a effectivement à cette époque toute une série d'iconographies qui sont développées représentant différents triomphes puisés chez cet auteur. Donc nous vous proposons un exemple sur la droite pour vous montrer ce que l'on pouvait faire également en termes d'enluminure. Et ici, donc, assez logiquement, une des propositions qui a été faite pour expliquer la présence de ce décor sur cette coupe, eh bien, ça serait de voir dans cette coupe couverte, eh bien, un cadeau qui peut avoir été fait dans un contexte de fiançailles ou de banquet de noces. Donc ça, c'est une proposition. Donc toujours garder à l'esprit, essayer d'interpréter le décor pour essayer de comprendre un petit peu l'usage, la fonction de ces objets au sein de la société de la Renaissance. Et l'autre domaine, l'autre répertoire dans lequel les peintres décorateurs évidemment vont puiser, un répertoire qui a évidemment beaucoup de succès à la Renaissance, on ne va pas vous l'apprendre, c'est le répertoire inspiré de l'Antiquité. Vous avez ici deux pièces qui reproduisent des entrelacs ou bien des sphinges affrontées pour le gobelet, le petit gobelet de droite. Il faut vous imaginer aussi qu'on a toute une série de poutis. On a déjà vu les petits poutis portant des guirlandes. Nous avons aussi des chevaliers, enfin des personnages, des cavaliers, habillés à la romaine, etc. Tout ce répertoire qui s'inspire de cette redécouverte de l'Antiquité et notamment à la suite de la redécouverte de la Maison dorée de Néron à la fin du XVe siècle et qui se diffuse, ce répertoire, sous la forme de gravures.
donc assez facilement, et à tous les arts décoratifs. Il est tout à fait emblématique de cette production des verres émaillés et dorés vénitiens, et c'est vrai qu'on le rattache aussi de la même façon finalement que le décor inspiré de Pétrarque précédemment, eh bien, à cet intérêt des commanditaires pour un répertoire, un décor assez sophistiqué qui va renvoyer leur propre, une forme de prestige. L'image du propriétaire se reflète dans la complexité du décor, dans le prestige du décor, dans la référence du décor. Ce sont des objets, comme je vous disais, d'apparat, pour la plupart, qui étaient conservés dans des cabinets de curiosité, enfin des cabinets d'études plutôt, et qui étaient présentés très ponctuellement aux invités, par exemple. Et donc, quand vous sortez un bel objet à un invité avec un décor très référencé comme cela, eh bien, le prestige, un petit peu la qualité du décor, eh bien, rejaillit sur le propriétaire. Et l'autre décor emblématique en fait de cette production, eh bien, tout simplement, c'est le décor héraldique, qui est évidemment assez abondant et qui nous intéresse parce que régulièrement, on a plusieurs pièces qui portent ces armoiries, les mêmes armoiries, pardon, et du coup, ça nous évoque l'idée d'un service. Alors parfois, ça peut être 4, 5, 6 pièces, comme c'est le cas pour en bas à droite, la coupe sur pied aux armes d'Anne de Bretagne, qui est conservée au musée de la Renaissance, qui porte les armoiries de la reine de France jusqu'en 1514, et dont nous conservons 5 témoignages encore donc, de ce service. D'autres, on le verra par la suite, d'autres regroupements, d'autres corpus eh bien, peuvent compter jusqu'à une trentaine de pièces. Et puis, on a, c'est vrai, encore beaucoup de pièces isolées. Et ce décor nous intéresse aussi parce qu'il nous donne un petit peu, il reflète un petit peu les commanditaires, finalement, de ces objets. Alors, ce n'est pas parce que vous avez une armoirie précise qu'elle va indiquer à coup sûr son propriétaire ou son commanditaire. C'est un petit peu plus compliqué que cela, parce que vous pouvez très bien offrir une pièce portant vos armoiries à quelqu'un pour le récompenser de son amitié, et inversement, vous pouvez commander un objet portant les armoiries de quelqu'un d'autre pour l'offrir à la personne qui possède ces armoiries. Donc, on essaye, dans nos interprétations, dans notre discours, on essaye de ne pas trop trancher sur la question de la propriété. Mais ce qui est intéressant en fait dans ces armoiries, c'est que d'une part, donc ça reflète aussi l'intérêt très marqué des princes de l'époque, des aristocrates de l'époque pour cette production dont on n'a pas encore parlé finalement. C'est que c'est une production qui a connu un succès assez fulgurant à la fin du XVe siècle et qui s'est distribuée dans toute l'Europe. Tous les grands princes ont possédé a priori, ont été à l'origine de commandes ou ont reçu en cadeau, qu'ils soient diplomatiques ou plus personnels, eh bien, ce type de pièces. Et on voit très très rapidement qu'elles sont très très convoitées. Et ce qui nous a intéressé aussi dans l'interprétation, dans l'étude de ces armoiries, c'est que quand on a regardé un petit peu la répartition géographique de ces personnages, on s'est rendu compte avec beaucoup d'étonnement que sur tout le corpus que nous conservions, eh bien, il y avait 4-5 pièces maximum qui portaient des armoiries vénitiennes. Ce qui est complètement, ce qui nous a assez surpris, parce qu'on pourrait se dire que quand même les Vénitiens sont les premiers conscients de la qualité de cette production. Eh bien, pas du tout. Ils se sont plutôt tournés vers des productions un peu plus précieuses, d'orfèvrerie, etc. Et finalement, le Cesendello aux armes des Tiepolo est une des seules pièces qui portent des armoiries vénitiennes. Le reste du corpus, essentiellement, ce sont des armoiries toscanes. Donc vous avez l'exemple des Cini di Mattia à l'écran, qui est une famille florentine. Et puis, j'en ai déjà parlé, donc la coupe aux armes d'Anne de Bretagne, donc une reine française. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris et qui, en même temps, fait complètement écho à ce que l'on va vous présenter par la suite, c'est-à-dire cette diffusion, la diffusion de ces pièces également en termes de fabrication et de production. Donc la seconde partie, c'est justement le moment où on essaie d'évoquer que se passe-t-il ailleurs qu'à Venise. Donc on sait par les archives que dès la fin du XVe siècle, des verriers vénitiens
quittent Venise pour aller travailler à l'extérieur, dans d'autres ateliers ou fonder d'autres ateliers ailleurs en Italie ou en Europe. Alors, il n'y a pas non plus que des Vénitiens qui ont travaillé dans les verreries vénitiennes, il y a pas mal de verriers toscans qui connaissent aussi très bien les recettes vénitiennes, parce qu'ils sont venus, ils ont été formés et eux-mêmes peuvent contribuer à diffuser ces recettes à l'extérieur de la Sérénissime. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est une profession qui est très réglementée par un texte qui s'appelle la Mariegola, un texte donc, qui régulièrement est mis à jour en quelque sorte au fil du temps. Hein. Le verre à Venise, c'est très ancien bien sûr. Ça ne date pas de la Renaissance, mais donc quoi qu'il en soit, au XVe siècle, on s'aperçoit que ces règles se durcissent un petit peu et dans la seconde moitié du siècle, on voit que se répète à plusieurs reprises l'interdiction pour les verriers, pour les artisans donc du verre, de sortir de Venise, enfin de Murano, où sont installés tous les ateliers. À la fin du XVe siècle, il y a une quinzaine d'ateliers, au XVIe, une vingtaine, ça monte jusqu'à 40 dans le cours du XVIe siècle, le nombre d'ateliers de verrerie à Murano. Donc ces artisans n'ont pas le droit de sortir de Venise pour diffuser à la fois les secrets techniques et puis les pratiques, les procédés de fabrication. Évidemment, on sait que quand une règle est souvent répétée, c'est qu'elle n'est pas bien respectée et visiblement, dès la fin du XVe, des verriers sortent de Venise. Alors, pour aller tenter leur chance ailleurs, souvent ils reviennent. Ils ne sont pas punis particulièrement, finalement, les pénalités ne sont pas si fortes que ça, et souvent ce sont des migrations temporaires, ils reviennent, pas tous, certains ne reviennent pas. Et on sait aussi, c'est intéressant de savoir que l'organisation du travail à Venise dans les ateliers se déroule sur 9 mois, donc les fours tournent en permanence, nuit et jour, pendant 9 mois, et puis les mois restants, qui sont les mois d'été, une certaine catégorie de personnel n'a plus de travail, donc ça peut expliquer aussi qu'ils aient eu à sortir de Venise pour travailler ailleurs, simplement pour gagner leur vie. Donc les archives nous disent dès la fin du XVe, au début du XVIe, et puis ensuite dans le cours du XVIe, de plus en plus de verriers quittent la ville pour s'installer ailleurs. Alors toutes les petites flèches que vous voyez sur l'image, ça vous montre un petit peu la répartition autour de Venise, sachant qu'il n'y a pas uniquement Venise, il y a d'autres ateliers. Au XVe siècle, il y a énormément d'ateliers de verrerie en Italie. Il y en a un très important qui s'appelle Altar, et donc qui est sur la côte Ligure, qui est vers Gênes, on va dire, mais on ne sait pas ce qu'il fabrique. Donc c'était un des soucis, c'est-à-dire qu'on sait par les archives qu'il y a beaucoup d'autres verreries, mais on ne sait pas quels objets mettre en face de ces verreries. Donc tous les objets qu'on a, nous, dans nos musées, traditionnellement, sont tous attribués à Venise. La question, c'est, sont-ils tous de Venise? Donc, voilà. L'idée, c'était de savoir si la science pouvait nous permettre d'identifier mieux les provenances. Alors ça a été l'enjeu de nos études concernant les analyses chimiques de ces œuvres, et ça a été toute la difficulté de cette étude. Et nous avons créé un groupe que nous avons appelé à la façon de Venise ou copie postérieure. Alors avec, selon les objets, une probabilité plus ou moins grande d'avoir soit plutôt façon de Venise, soit plutôt copie postérieure, soit la plupart du temps, on ne sait pas distinguer l'un ou l'autre, tout simplement parce que nous n'avons pas de critères de datation, sauf exception, très très précis, et ni du critère concernant une origine géographique. Donc, en revanche, nous avons fait ce groupe qui est différent des pratiques vénitiennes, et vous allez voir pourquoi. Donc, ce que nous appelons copie postérieure, c'est plutôt des œuvres qui auraient été faites au cours du XVIIIe jusqu'au début du XIXe siècle, n'importe où, et façon de Venise, donc en dehors de Venise, Renaissance jusqu'au plutôt XVIIe. Donc, quels sont les objets qui vont appartenir à ce grand groupe ? Eh bien, tous ceux qui ne vont pas respecter les recettes vénitiennes que je vous ai présentées tout à l'heure. Un premier groupe, ce sont des verres dont les compositions chimiques des supports sont très proches des recettes vénitiennes de la Renaissance, très proches d'un cristallo ou d'un vitrum blancum, mais ne sont pas exactement un cristallo ou un vitrum blancum parce qu'ils utilisent des matières premières différentes, soit en concentration, soit dans la nature ou l'origine, etc. Donc déjà, si le verre support ne respecte pas les deux recettes que nous avons identifiées à travers nos références, notre base de données et nos sources écrites, on considère que donc ils font partie de ce groupe.
Autre cas de figure, on a des verres supports dont les compositions chimiques respectent strictement les recettes vénitiennes, soit un vitrum blancum, soit un cristallo, mais par contre, les émaux ne sont pas tout à fait conformes à notre base de données. Soit un émail est tout à fait différent, soit plusieurs émaux sur un même objet. Et dans ce cas, nous avons un doute et nous les avons donc basculés dans cette catégorie. Autre cas de figure, des verres supports dont la composition chimique est soit de type cristallo ou proche cristallo, mais dans lequel on a ajouté beaucoup de plomb, quelques pourcents, voire jusqu'à 17-18%. Et ça, c'est quelque chose qui ne se faisait absolument pas à Venise au cours de la Renaissance. L'introduction du plomb arrive à Venise à la fin du XVIIe. Et ailleurs en Europe, beaucoup dans la deuxième moitié du XVIIe, mais avec des verres différents. Et peut-être un peu plus tôt, ça pourrait être également début du fin XVIe, début XVIIe. Donc là, on a un petit élément qui nous situe un peu dans le temps, mais on ne sait pas où. On ne connaît pas exactement la date, mais en tout cas, ce groupe se distingue des autres par ses teneurs en plomb qui sont vraiment très très particulières. Et à vrai dire, quand on a commencé cette étude avec Marco Verita, on s'attendait à avoir beaucoup plus de différences dans les compositions chimiques. Là, les cas des verres au plomb, c'est typique, c'est quelque chose qui est vraiment très différent, qui sort du cadre, alors que pour tous les autres, on est quand même assez proche et on a des différences relativement fines. Autre cas de figure, qui est plus marginal parce qu'il ne représente très peu d'objets, on peut aussi avoir des compositions chimiques du verre support et des émaux qui sont complètement différentes de celles de Venise. Et enfin, une dernière catégorie qui ne fait pas partie du groupe façon de Venise ou copie postérieure, mais nous l'avons mis parce que dans notre étude, nous avions introduit quelques verres du XIXe siècle pour vérifier, faits à Venise, pour vérifier un peu quelles recettes ils avaient utilisées. Et on a confirmé qu'au niveau des recettes, c'était typique de tous les verres de la seconde moitié du XIXe que l'on connaît bien par ailleurs, avec des recettes particulières. Alors, quels sont ces objets ? D'abord, on s'est intéressé à des objets qui n'étaient pas attribués à Venise. Et ça, voilà. Donc, vous avez à l'écran trois pièces, une aiguière, une petite coupe et un pot couvert, qui étaient traditionnellement attribués à la Catalogne et qui étaient plus tardifs que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On est dans la seconde moitié du XVIe siècle ici. Donc, c'était en se disant que vont nous dire les analyses. Alors, c'était vraiment intéressant puisque finalement, l'aiguière présente un verre support et les émaux analysés complètement compatibles avec les recettes vénitiennes de la Renaissance. Bon, c'est toujours la Renaissance, c'est Barcelone, donc ça peut être effectivement peut-être un verrier local qui connaît les recettes vénitiennes, peut-être un verrier vénitien, on ne pourra jamais le savoir, quoi qu'il en soit, on n'aurait pas vu de différence, sinon stylistique. Vous voyez que d'ailleurs il y a une palette un petit peu particulière pour la Catalogne, il y a des couleurs très pastel qui changent un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent. En revanche, les deux autres objets, pour différentes raisons, que ce soit verre support ou émail, se révèlent incompatibles avec ce qui a été défini par Isabelle et Marco comme les recettes vénitiennes de la Renaissance. Donc mais ils sont également attribués à la Catalogne et à peu près aux mêmes dates. Donc on voit bien que dans un même lieu de production, on ne parle pas d'atelier puisqu'on ne peut pas le dire, on ne peut pas être aussi précis, mais en tous les cas, dans un même centre de production, plusieurs recettes peuvent coexister. Et ça, d'ailleurs, c'est prouvé aussi par les archives, notamment sur la France. Bon, ça, c'était intéressant de le constater. Un autre objet qui est attribué par les historiens de l'art allemand depuis longtemps au Tyrol, c'est ce plat qui présente les armes des Fugger. Les Fugger, c'était une famille très très riche de banquiers de Nuremberg et également marchands. Donc, on connaît tout un service, plusieurs pièces, une quinzaine de pièces avec ce type d'armoirie. Et on s'aperçoit en observant l'objet que c'est un petit peu différent aussi. C'est pas l'or, par exemple, n'est pas posé de la même façon qu'à Venise. On a des armoiries au centre qui sont émaillées, mais avec de l'or rapporté sur l'émail. On a vu qu'à Venise, c'était pas comme ça que ça se passait. Donc des petites nuances aussi dans le décor. Et puis voilà, ça aurait très bien pu être un objet fabriqué à Venise et exporté pour ces familles germaniques. Il y a aucun souci avec ça. Il y a énormément d'objets fabriqués à Venise qui sont exportés dans toute l'Europe au XVIe siècle. Là, en l'occurrence, le verre et les émaux, certains émaux et le verre support, se sont révélés incompatibles avec les recettes vénitiennes de la Renaissance. Et finalement, ça ne choque personne, puisque ça serait la définition d'une façon de Venise dans le Tyrol à la fin du XVIe siècle. Le souci, c'est quand on avait des objets qui étaient attribués à Venise.
Et donc on s'est retrouvé avec beaucoup d'objets attribués à Venise qui se sont retrouvés finalement, qui nous ont posé question et qui posent d'ailleurs toujours question, puisque on peut déjà le dire, on a plus de questions que de réponses, en tous les cas pour tout ce qui est façon de Venise et copie postérieure. Donc on ne va pas trancher aujourd'hui, mais on vous montre un petit peu la problématique. Alors ces 3 objets, vous voyez, ont des armoiries communes. Ce sont les armoiries d'un des papes Médicis, ou Léon X, ou Clément VII. Difficile à distinguer, on est dans le premier tiers du XVIe siècle. Ce sont des formes typiques pour cette période-là, aucun problème, et des décors aussi qui posent aucun souci à aucun spécialiste du verre vénitien. Pour tout le monde, ça a toujours été Venise, premier tiers XVIe. Il s'avère que le gobelet aux armoiries, qui est présenté à gauche, qui vient du musée des arts décoratifs, que ça soit le verre support ou la totalité des émaux, se révèle complètement compatible avec les recettes vénitiennes de la Renaissance, aucun souci. À l'inverse, les 2 autres pièces ont des petits détails différents d'ailleurs, ça dépend des objets, qui sont différents de ces recettes vénitiennes. Et notamment sur la cruche qui est au centre, le corps de l'objet ne pose pas de problème, c'est bien les recettes vénitiennes, mais la partie bleue, donc l'anse et puis le décor sous le bec, en revanche, serait incompatible, étant donné les critères prédéterminés qu'on vient de vous exposer, avec les recettes vénitiennes de la Renaissance. Donc sur un même objet, 2 recettes différentes, deux verres qui ne sont pas identiques au niveau de leur composition. Et là, on parle du verre et pas de l'émail même. Et pour la coupe aux armoiries qui est présentée à droite, ça va être les émaux qui vont être l'un compatible, les autres incompatibles. Voilà, donc c'était très étonnant, on ne s'attendait pas à ça. Alors ça pose énormément de questions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas sur les ateliers vénitiens? Sans doute, mais bon, jusqu'où on ne peut pas y répondre. Est-ce que ces objets auraient pu être fabriqués ailleurs? On sait que l'émaillage se fait à froid, donc on peut déplacer un verre. D'ailleurs, dans les statuts dont on a parlé tout à l'heure pour Venise, il était évidemment interdit aux décorateurs, aux émailleurs, aux peintres émailleurs, de décorer des verres qui n'étaient pas fabriqués dans l'atelier pour lequel ils travaillaient. Donc ça veut bien dire que c'était faisable, éventuellement. Donc est-ce que par hasard, ils auraient été décorés ailleurs que l'endroit où le verre a été fabriqué? On n'a pas de réponse pour l'instant, mais on a pas mal d'étonnements au vu des résultats des analyses. Et l'un des étonnements les plus grands, ça a été de mettre côte à côte ces 2 gourdes. Donc celle qui est sur le petit support, c'est celle d'Apt, dont on a parlé tout à l'heure, et celle qui est à droite, c'est sa copie conforme, qui est dans la collection du musée du Louvre depuis 1856. Elle vient de la collection Charles Sauvageot. Elle entre au Louvre dans les années sans doute 1840. Elles sont exactement semblables. Et donc tous les membres du groupe de travail avec lesquels on a œuvré sur cette recherche pendant des années, quand on les a mis côte à côte, on était convaincus que ça sortait du même atelier. Tous les détails sont identiques, les mêmes procédés de fabrication, la présence d'une petite couche vitreuse sur la dorure pour pas qu'elle s'émiette ou qu'elle disparaisse. Enfin, beaucoup de détails et tout l'aspect décoratif était complètement similaire. Or, là, la surprise, elle a été de taille, puisque autant la gourde d'Apt entrait complètement dans les recettes vénitiennes, autant la gourde Sauvageot présentait plus de 13% de plomb dans un verre qui pourtant était sodocalcique, c'est-à-dire un verre de tradition méditerranéenne, comme on l'a vu, proche du cristallo, mais avec cet apport de plomb complètement inédit. Alors, ou ce sont des objets faits ailleurs, on ne sait pas où, ou ils sont faits plus tard, mais à un moment où ce type d'objet n'est plus tout à fait à la mode. Alors, est-ce que ça peut être une production ailleurs qu'en Italie, justement, une façon? Est-ce que ça peut être un objet du début du XIXe siècle? On n'a pas la réponse aujourd'hui. Autre questionnement, c'était à propos de cette gourde toujours conservée au Louvre qui présente les armes Foix-Navarre, puisque elle présente, donc c'est la même chose, mais encore avec un taux de plomb supérieur, 16,5% de plomb dans le verre de base. Et en l'occurrence, cette gourde, qui vient de la collection Révoil, qui est une collection qui a été achetée par le Louvre en 1828, cette gourde est illustrée dans un tableau 2 ans avant l'achat par le musée du Louvre. Donc on sait que le peintre qui a réalisé ce tableau était un des élèves de Révoil, qui lui-même était peintre et directeur de l'école des Beaux-Arts de Lyon. On sait qu'il a utilisé beaucoup d'objets de sa propre collection, des objets du Moyen-Âge et de la Renaissance, qu'il a mis en scène dans ses tableaux, et c'est également ce que fait ici François Lepage. Donc beaucoup de questions. Pourquoi aurait-il utilisé peut-être un objet très récent?
si c'était un faux, dans un tableau qui est censé justement relever d'objets de collection plus anciens. Donc c'est très étrange. Voilà, il y a beaucoup de questions autour de cette présence du plomb dans ces objets incolores. Et puis, a fortiori, on a tout un ensemble d'objets bleus. Alors, on a nommé cette diapositive la question des verres bleus. En fait, une grosse partie des objets pour lesquels il y avait des doutes, un petit peu d'authenticité, ou en tous les cas qui étaient un peu différents, ce sont des objets particulièrement précieux qui sont en verre bleu, vert ou violet. Alors ces couleurs sont attestées dans les archives pour la fin du XVe et le XVIe siècle. Ce sont des objets qui existaient, mais certains d'entre eux ont posé question à différents titres. Alors par exemple, l'aiguière qui est à gauche, conservée au Petit Palais, elle avait une forme qui n'est pas cohérente avec les types d'aiguières qu'on a à Venise. Un décor très, très chargé, très, très présent à la fois de dorure et d'émail. Et en l'occurrence, beaucoup d'éléments, que ce soit le verre support et les émaux, se révèlent incompatibles avec les recettes vénitiennes. Donc c'est le cas cité par Isabelle, où là, pour le coup, quasiment rien n'est vénitien. Et donc, est-ce que ça serait justement une façon de Venise de la fin du XVe siècle? Et pourquoi pas la mettre en lien aussi avec des productions de Catalogne, puisqu'on sait qu'à la fin du XVe, il y a des ateliers de verrerie très, très fameux en Catalogne qui produisent énormément d'objets qui pourraient peut-être correspondre à ce type de décor. Le gobelet au centre qui présente ce portrait, qui est un gobelet particulièrement décoré avec une très très grande feuille d'or, il est remarquable, ce sont des très très beaux objets qui sont précieux et parce qu'ils sont rares et parce qu'ils présentent aussi beaucoup d'or, beaucoup d'émail, etc. Ce sont typiquement les objets qu'on aurait placés au XIXe siècle. Cet objet, les spécialistes qu'on avait interrogés le trouvaient douteux. En l'occurrence, il s'avère que de tout ce qu'on vous a montré pour l'instant, rien n'est de la seconde moitié du XIXe, c'est-à-dire rien ne montre d'éléments chimiques typiques du XIXe siècle. Donc on s'interroge et c'est pour ça qu'on a créé ce groupe Façon de Venise ou copie postérieure pour ces objets incompatibles, qui en plus là est à la fois incompatible par la composition des matériaux et aussi par l'avis des historiens d'art. Et puis la coupe à droite qui elle a très peu d'émaux, donc elle a seulement de l'émail blanc qui se révèle compatible avec Venise. Là ce sont des observations plus sur la technique de fabrication qui nous ont induit à se poser des questions à son propos, puisque elle est parfaitement rectiligne, elle a aucune déformation et on se demande si elle a été tournée vraiment de façon dynamique à une période ancienne, si elle n'aurait pas été plutôt fabriquée si des émaux et l'or n'auraient pas été cuits plutôt dans un four, donc une technique plus récente. Beaucoup de questions. Et donc maintenant, une troisième partie qui nous change un peu. Qui nous ramène un peu plus près de chez nous, effectivement. La question des verres émaillés et dorés français. Et puis cette opportunité, effectivement, qu'on a eue à un moment donné de l'étude, d'insérer tous les verres français qui étaient dans nos collections, donc à Écouen et au Louvre, principalement, qui sont donc, comme tous les autres, passés à Aglaé. Alors, donc pourquoi avoir saisi cette chance? Alors, on n'est pas du tout dans la même perspective que pour la problématique des verres vénitiens, parce que, d'une part, on n'est pas du tout sur le même corpus, la même quantité de pièces. Pour Venise, on a parlé d'un millier d'objets, plus les fragments archéologiques. Pour le verre émaillé français, on est sur 25 pièces complètes et environ 80 fragments archéologiques. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Par ailleurs, pour le verre émaillé doré français, donc on a ces fragments archéologiques qui sont malheureusement dans un état de conservation qui n'a quasiment pas rendu possible leur analyse. On n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a certaines limites à Aglaé. C'est que si votre objet il est trop abîmé, eh bien, les résultats sont altérés, ils ne sont pas valables. Et on a eu quelques déconvenues avec des verres archéologiques. Et donc, bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et par ailleurs, on n'a pas du tout, jusqu'à présent, d'objets références. Donc, à part ces quelques fragments archéologiques qui ont pu quand même être exploités, eh bien, on n'a pas de pièces complètes conservées dans un musée qui soient tracées dans les archives avant le 19e siècle. Donc, on était vraiment dans une dynamique un peu différente, dans une approche un peu différente. Et par ailleurs aussi, on n'est pas
pour l'étude précédente, Venise était un petit peu le phare, j'allais dire le phare dans la nuit, mais le point de repère, un peu c'était le point de comparaison de toutes nos recherches. Et on sait très bien que en France, la situation était beaucoup plus hétérogène. En Italie, on a toujours présenté les choses comme effectivement Venise et les autres. Et on sait qu'en France, les ateliers de verriers qui émaillaient le verre sont relativement nombreux et dispersés sur le territoire. On le sait parce que les archives nous en font mention, et on le sait aussi parce qu'au niveau de la distribution, c'est assez intéressant. On voit également que ces objets sont présents à peu près partout, sauf un petit peu moins dans le sud-est. Eh bien, ils sont présents à peu près partout sur le territoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des objets que l'on rencontre aussi beaucoup en Allemagne, et en Angleterre également. Donc ça, c'est aussi à signaler. Donc pourquoi également on s'est intéressé à cette production, c'est parce que en fait elle est apparue sur le marché de l'art et même dans l'historiographie, elle est apparue au milieu du 19e siècle, et puis comme souvent en fait tout ce qui apparaît au 19e siècle est un peu teinté de suspicion, parce que on sent que ça peut être quelque chose qui a été forgé par des chercheurs de l'époque, et que c'est peut-être de l'opportunisme de la part des marchands d'art par exemple. Et donc il est vrai que cette production de verre émaillé et doré français, eh bien, on l'identifie pour la première fois dans les années 1860. Le premier objet qui est publié, c'est celui que vous avez sur votre gauche. Il s'agit d'un verre à jambes qui est conservé au British Museum, qui est vendu en 1851 comme un verre vénitien, alors même qu'il a une très belle inscription en français, donc a priori une attribution un petit peu incongrue, mais la production n'était pas du tout connue à l'époque, donc pourquoi pas. Et ce verre, donc en 1851, vendu à Félix Slade, celui qui lèguera une grande partie de sa collection au British Museum, eh bien, il est exposé en 1862 à une exposition très importante au South Kensington Museum de Londres, donc le Victoria and Albert Museum aujourd'hui. Et un des plus éminents spécialistes des arts décoratifs du XIXe siècle, Eugène Piot, eh bien, voit cet objet et tout de suite, eh bien, il l'attribue à la France, donc en se basant notamment sur cette inscription. Et donc c'est à partir de là, c'est la première identification d'un verre émaillé et doré français, et à partir de ce moment-là, en fait, toute une série d'objets vont surgir, être identifiés dans les collections de l'époque, et va se constituer notre corpus, alors comme j'ai dit, notre tout petit corpus. Autre phénomène intéressant, c'est la façon dont certains chercheurs vont s'emparer de ces nouveaux objets. C'est le cas notamment donc de Benjamin Fillon, qui est un numismate, un antiquaire, dans le sens chercheur du XIXe siècle, qui vient du Poitou, qui publie beaucoup sur la céramique, notamment qui a beaucoup travaillé sur la céramique de Saint-Porcher, et qui, dans son ouvrage L'art de terre chez les Poitevins, rédige un dernier chapitre sur la verrerie en France. Depuis l'Antiquité. Puis il y a tout un passage effectivement sur la verrerie à la Renaissance, et notamment ces pièces émaillées et dorées. Alors dans son esprit, c'est assez clair. La grande majorité de ces pièces proviennent du Poitou. Il convoque des archives qui, malheureusement, aujourd'hui ont complètement disparu, ce qui nous fait penser, parce qu'aussi on a d'autres indices, qu'il y avait là peut-être une petite manipulation, une falsification de sa part. Mais tous ces objets qu'il va publier, vous avez dans la partie inférieure donc, quelques objets qui sont aujourd'hui au Musée national de la Renaissance. Le gobelet de gauche qui est en fait qui était attribué à l'époque à la France, mais qui en réalité est un verre aujourd'hui qui rentre dans la catégorie façon de Venise ou copie postérieure. Et puis au centre du dernier registre, du registre inférieur, vous avez le verre au hallebardier que l'on va voir dans quelques instants. Donc ces pièces, il les attribue comme ça, un petit peu sans preuve, eh bien, au Poitou. Donc on partait un petit peu de cette situation, de cette connaissance de l'historiographie, et on s'est dit qu'il fallait essayer de trouver, grâce au travail d'Isabelle Edmarco, eh bien, des éléments qui pourraient nous aider à
si ce n'est à distinguer des regroupements au sein de cette production, au moins essayer de commencer à dessiner des grandes tendances. Parce que c'est vrai que cette production, elle est quand même assez hétérogène. Alors on a quand même quelques points communs. On a tout d'abord une palette chromatique qui est assez réduite. Il s'agit essentiellement de bleu, de rouge, de blanc et parfois de jaune. Mais on n'est pas du tout dans le même répertoire que ce qu'on a vu précédemment. On a des formes qui sont assez différentes les unes des autres, même si elles correspondent généralement en leur grande majorité à des objets qui adoptent la forme de verre à jambes ou verre à pied. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même quelques petits ponts qu'on peut faire entre ces pièces, et notamment, vous le voyez sur les 3 pièces du haut et la pièce en bas à gauche, on accorde toujours à ces objets un décor très important pour le nœud, c'est-à-dire la boule qui ponctue, qui rythme la jambe de l'objet. On a toujours un traitement assez exubérant de ces nœuds qui prennent parfois une place un peu disproportionnée dans la composition de l'objet. Au niveau de l'iconographie, le répertoire est assez réduit, donc il est un petit peu comme pour Venise, il est en partie héraldique, mais la plupart de ces objets portent soit une iconographie religieuse, comme le calice à votre droite qui provient de la Wallace Collection et qui, sur son pied, on voit se déployer une petite crucifixion. On a d'autres objets qui portent ce type d'iconographie. On a également des scènes de visitation, etc. On en verra une par la suite. Et puis le dernier répertoire qui est assez fréquent sur ces pièces, c'est le répertoire qui relève du mariage, le répertoire amoureux, puisqu'on a régulièrement des petits portraits d'un homme, une femme, ou alors des personnages en pied, qui en fait sont accompagnés de petites légendes qui montrent l'engagement amoureux des personnages, avec, pour la pièce précédente par exemple, une petite dame qui tend littéralement son cœur à un homme habillé un petit peu à la mode d'Henri II, et qui, donc l'iconographie est complétée d'une explication qui dit « je vous donne mon cœur ». Donc là, on est dans un répertoire assez bien cerné. Mais au-delà de ça, voilà, on est vraiment sur une iconographie qui est assez réduite et très peu empruntée, par exemple, au répertoire de l'Antiquité. Quasiment pas d'exemples. Alors, quelques fragments, tout de même, ont pu être analysés. Et notamment, ce sont des fragments qui proviennent de cette espèce de trésor que l'on a pu découvrir au château de Duluar, dans les latrines. Il s'agit d'environ, on a pu identifier une dizaine d'objets différents, de verre émaillé et doré, plus ou moins complets. Là, vous avez les 2 objets qui sont les plus complets, qu'on a la chance de pouvoir présenter dans l'exposition, donc avec un répertoire tel que je viens de vous l'évoquer, par exemple, avec cette visitation sur le gobelet de gauche, et qui ont pu passer, des fragments provenant de ce lot ont pu passer à l'analyse. Et ils nous ont apporté de premiers éléments sur lesquels Isabelle reviendra dans un second temps, qui nous ont intéressés parce qu'on a compris qu'on était effectivement dans une autre tradition que ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc la tradition vénitienne ou la tradition sodocalcique. Eh bien, effectivement, ce sont, avec quelques autres exemples du corpus, ce sont les seuls exemples de verre émaillé et doré qui correspondent à une tradition calcopotassique, c'est-à-dire où les cendres de fougères sont de nature, proviennent de l'incinération de fougères et donc sont de nature calcopotassique. Donc on n'est pas du tout dans la même tradition que ce qui se passe dans le bassin méditerranéen et donc à Venise, dans le sud de la France, mais plutôt dans une tradition qui correspond au nord-est de la France et à l'Europe, et plutôt au nord de l'Europe en général. Pour vous montrer un petit peu quand même ce qu'on a pu apprendre de ces résultats, puisque c'était vraiment pour nous le début de cette étude, et finalement on avait très peu d'éléments de comparaison. Donc ce qui nous a été révélé en fait surtout, c'est les quelques spécificités
techniques qui sont employées par les verriers français. Alors sans qu'on puisse vraiment savoir si c'est une tendance générale propre à la verrerie française ou si c'est une spécificité liée à un atelier. Ça, malheureusement, on ne peut pas conclure. Mais ça reste quand même très très intéressant ce que l'on a pu remarquer. Par exemple, sur le verre au hallebardier que vous avez sur la gauche, toute la partie marron, donc constituée notamment par les collants des hallebardiers, eh bien, est réalisée à partir de jaune d'argent. Le jaune d'argent, spontanément, vous l'associez plutôt à la pratique des maîtres verriers et à la fabrication des vitraux. Donc c'était très intéressant pour nous parce que c'est une spécificité qu'on observe qu'en France et qui permet d'esquisser une réflexion ou en tout cas qui va nous inciter à chercher les liens entre ces ateliers qui, après tout, manipulaient les mêmes matières premières finalement et qui devaient coexister en fait, certainement dans une même ville, et quels étaient leurs liens technologiques. Donc ça sera intéressant de poursuivre la recherche dans ce sens. L'autre petite spécificité que l'on a pu observer sur le verre à ronces aux armes de la famille Fumé sur la droite, eh bien, c'est la pratique de colorer le rouge. Il faut, alors je pense que c'est malheureusement pas très visible sur la photographie, mais la partie supérieure du verre, c'est une petite bande dorée, comme on l'a vu précédemment, qui est ponctuée de petits points rouges rosés, qui en fait sont réalisés à partir de particules d'or. On n'est pas du tout dans les mêmes colorants que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça, c'est quelque chose qui est pour l'instant, dans notre période, complètement inédit, mais qui est connu en France dans les dernières décennies du XVIIe siècle, avec le travail notamment de Bernard Perrault à Orléans. Mais là, on serait potentiellement devant un exemple d'usage très précoce de cette technique qui est par ailleurs connue dans les livres de recettes italiens, mais jamais encore observée à cette époque. Je vais laisser Isabelle revenir exploiter plus en détail les résultats de cette recherche. Alors, comme ça vient d'être dit, donc il s'agit ici de la toute première étude en laboratoire de verre émaillé français. Donc, on a vraiment tout découvert, enfin sur un tout petit corpus, bien sûr. Mais donc, pour reprendre un peu certains éléments déjà évoqués, en allant plus dans les détails, donc, que peut-on dire des résultats de nos analyses chimiques élémentaires du verre support? Donc, il y a des spécificités françaises évidentes par la diversité des compositions. Tout d'abord, ça contraste bien sûr avec l'homogénéité des compositions que nous avons trouvées sur les verres émaillés vénitiens de la Renaissance, ce qui n'est pas tout à fait absurde a priori, puisque Venise c'est très localisé, et là il s'agit d'un corpus français. Par ailleurs, aucun des verres émaillés français pour le support n'est semblable aux verres vénitiens de la Renaissance, c'est différent, il peut y avoir des similitudes, mais c'est différent. Et ce que l'on peut dire sur cette variété des compositions, c'est que ça reflète bien la variété des compositions de verres produites donc en France, des verres de vaisselle, produits en France depuis le Moyen-Âge, où on observe des spécificités régionales avec une évolution chronologique dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de trouver justement une grande diversité dans la composition chimique de ces verres supports français, ça prouve qu'on est en présence d'ateliers provenant de régions différentes avec des traditions verrières différentes qui sont bien identifiées en France à ces périodes. Donc on confirme ce que les données, sources écrites et historiques déjà révélaient, c'est qu'on est devant plusieurs ateliers répartis sur le territoire. Donc on est dans un contexte tout à fait différent. Quels sont un petit peu les 4 grands groupes de composition que nous avons trouvés? Un premier groupe qui est de tradition sodique, silicate sodique, proche de Venise, mais pas vénitien, c'est proche Cristallo, proche Vitrum Blancum. C'est ce que nous avons trouvé dans notre fameux groupe Façon de Venise ou copie postérieure, entre autres, pour certains d'entre eux. C'est une tradition typique du sud de la France depuis le Moyen-Âge jusqu'à peu près au XVe siècle. Donc c'est plutôt une tradition verrière du sud. Le deuxième groupe, ce sont des silicates calco-potassiques qui sont faits à partir de cendres de bois très spécifiques, des cendres de bois d'épicéa, c'est très rare. Ça, ce sont des recettes que l'on trouve dans le nord-est de la France, que l'on trouve aussi en Allemagne, au XVe jusqu'à fin XVIe, voire fin XVIIe. C'est très, très particulier et très spécifique, très localisé géographiquement. Un troisième groupe encore, des silicates potassiques qui sont eux beaucoup plus connus et courants, mais plutôt traditionnellement dans le nord et l'est de la France, depuis le Moyen-Âge, c'est introduit à partir du Moyen-Âge.
Et enfin, un groupe beaucoup plus marginal de silicates qui sont à la fois sodiques et potassiques. On dit qu'ils sont assez proches de silicates alcalins mixtes, qui eux n'ont pas vraiment de répartition géographique, mais qui sont encore un groupe de composition très particulier. Et tout ceci est différent de Venise. Alors, concernant la composition des émaux, nous avons aussi mis en évidence une grande variété et des spécificités françaises. Donc, on a un premier groupe d'émaux qui sont majoritairement semblables aux vénitiens, à la fois pour les verts de base, pour les colorants, les opacifiants. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine influence de Venise à travers ces émaux, même si les verts supports sont différents. Il s'agit du premier groupe de silicates sodiques dont je vous ai parlé, qui sont proches cristallo, proches vitrum blancum. Mais les différences qui ont déjà été évoquées par Aurélie, c'est qu'on a certains éléments colorants pour les colorants jaunes et rouges, très particuliers qu'on ne trouve pas du tout à Venise au cours de la Renaissance, les colorants jaunes à l'argent, utilisés dans les vitraux depuis le XIVe siècle, et les rouges à l'or, donc qui ont été déjà présentés, et dont on trouve ici la trace la plus ancienne. Donc, pour ce premier groupe, on peut dire qu'on a une connexion avec la tradition vénitienne, tout en étant différent, mais avec des spécificités françaises. Et le groupe 4 de silicates proches des alcalins mixtes présente aussi des émaux assez proches de la tradition vénitienne. Et puis, pour les émaux, un deuxième groupe, où les émaux là sont tout à fait différents des émaux vénitiens. C'est le fameux groupe des silicates calco-potassiques, donc caractéristiques du nord-est de la France, voire Allemagne, qui, eux, sont émaillés avec des émaux, mais alors totalement différents. Ce sont des émaux dont les verts de base sont soit potassiques, soit alcalins mixtes, soit calco-potassiques, donc quelque chose de tout à fait différent. Et là, on peut dire que dans cette région, on est totalement déconnecté de Venise, ce qui n'est pas tout à fait étonnant vu l'éloignement géographique, mais voilà, ça c'est un résultat intéressant. Et enfin, on a trouvé pour deux objets, que Aurélie va vous présenter plus en détail après, quelque chose de très particulier. Ce sont deux objets donc, qui sont décorés aux armes de Catherine de Médicis. L'un des verts supports est un vitrum blancum, donc conforme à Venise. L'autre est un silicate potassique, donc différent. Mais les émaux de ces deux objets sont tout à fait identiques. Ce sont des émaux modernes, absolument modernes, caractéristiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent du bore, ils contiennent des sources sodiques de nature industrielle, de très fortes teneurs en plomb, de l'arsenic, du zinc, des agents colorants comme le chrome pour colorer les verts verts. Le chrome n'apparaît qu'au milieu du XIXe siècle. Et des sources de cobalt très pures, très différentes de celles utilisées pendant la Renaissance et les périodes plus anciennes. Donc, on met en évidence quelque chose de tout à fait intéressant sur lequel va entrer plus en détail Aurélie. Oui, parce qu'effectivement, depuis le début de cette conférence, en fait, Françoise notamment a dit qu'on posait beaucoup de questions et qu'on n'avait pas beaucoup de réponses. Et finalement, les seules certitudes que l'on a retirées de cette étude, eh bien, c'est que deux des pièces les plus importantes de la collection de verre du Musée national de la Renaissance, donc la coupe et la bouteille aux armes de Catherine de Médicis, étaient en fait des faux réalisés donc, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, bon, il faut à partir de ce type, de cette information, eh bien, rebondir, essayer de comprendre ce qui a pu se passer et puis essayer de comprendre, d'interpréter ces faux au sein de la production et comment dire, des mouvements de l'histoire du goût au 19e, dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc ça, c'est ce qu'on s'est attaché à faire une fois qu'on a eu ces résultats. Parce que ces pièces qui donc étaient jusqu'alors emblématiques donc, de la production de Saint-Germain-en-Laye, une verrerie qui a été créée en 1551 sous protection d'Henri II, eh bien, ont rajeuni, on va dire, de 400 ans très très rapidement. Et il a fallu en fait comprendre comment ces objets étaient rentrés dans nos collections, comment ils avaient pu apparaître sur le marché de l'art, et en fait un petit peu comment on a pu éventuellement se tromper toutes ces années. Alors sachant qu'il y avait quand même déjà quelques points qui nous déplaisaient dans ces pièces, et notamment pour la bouteille bleue, vous voyez, qui adopte une forme cannelée à gaudron. Et bien en fait, on n'est pas vraiment sur une forme contemporaine de Catherine de Médicis, on est plutôt sur une forme du XVIIe, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait toujours été souligné, mais c'était vraiment le seul argument. Par ailleurs, la coupe sur pied
montre un décor de feuillage assez particulier. Et puis sur le pied, il faut imaginer un semis de fleurs de lys également qui est complètement unique, qui perturbait un petit peu. Mais après tout, comme on était dans notre interprétation, on était dans une production façon de Venise. Pourquoi ne pas avoir créé un répertoire qui est propre à cette verrerie? Il y a pas de, enfin, ça ne posait pas en soi de problème. Et puis donc, les résultats sont tombés et on a pu prendre un petit peu aussi de distance avec, on a dû prendre surtout un peu de distance avec ces objets et notamment donc on a constaté que dans le livre d'entrée du musée de Cluny, les collections d'Écon proviennent en partie du musée de Cluny. Et bien cette pièce, la coupe sur pied, a été vendue en 1906 à Cluny par Émile Brocard. Émile Brocard, c'est le fils de Philippe-Joseph Brocard qui est connu pour avoir produit dans le dernier tiers, on va dire, du 19e siècle, toute une série de lampes de mosquées d'inspiration mamelouk, des reproductions qui ont vraiment fait son succès. Donc c'était l'un des plus grands émailleurs sur verre de ce dernier tiers du siècle. Et Émile a travaillé dans l'atelier de son père très très jeune et ils ont collaboré jusqu'à la mort de celui-ci en 1896. Donc il y avait ce premier indice, cette première piste que l'on a exploitée. On conserve également en main privée une pièce dont vous avez un petit aperçu sur la droite, qui est en fait un très très grand plat avec exactement le même décor que la coupe sur pied, un décor beaucoup plus frais. La dorure est dans un état assez excellent et une couleur turquoise qui, pour le coup, nous a toujours mis la puce à l'oreille parce qu'en fait, c'est une couleur, le verre est transparent, c'est vraiment une couleur qui n'est pas du tout typique de la Renaissance. Ça, c'était assez clair pour nous. Donc cette pièce, elle était déjà un petit peu dans notre viseur parce que elle nous permettait déjà d'envisager que des faux ou des pièces s'inspirant de nos objets avaient pu être faits au XIXe siècle. Et puis, en continuant de creuser, on a trouvé deux pièces, deux plats violets améthystes qui reprennent encore une fois le même décor. Je vous ai juxtaposé en partie inférieure les trois frises de végétaux pour vous montrer combien elles sont semblables. Deux plats qui donc présentent le même décor que la coupe de Catherine et qui, là, au revers, sont signés Émile Brocard. Donc, les suspicions, là, étaient, notre réflexion était quand même bien avancée à ce moment-là. La question, c'est un petit peu d'interpréter ces faits. Alors, est-ce qu'il faut en conclure tout de suite que les deux pièces portant les armes de Catherine du musée de la Renaissance, eh bien, ils ont été réalisés par Philippe-Joseph ou Émile Brocard au XIXe siècle? Ça, malheureusement, on n'est pas en mesure de trancher parce que vous imaginez bien que ce ne sont pas des choses dont ils se sont vantés. Est-ce que, ça c'est l'autre hypothèse, est-ce que ces pièces ont été, en tout cas la coupe a été acquise par l'un des deux Brocards et reproduite, le décor a été reproduit dans un service néo-renaissant et donc Émile aurait pu être abusé par l'ancienneté de la coupe? C'est aussi une hypothèse à prendre en compte, et pour le coup, à l'heure actuelle, on serait bien en peine de trancher en fait, entre ces deux propositions. Voilà, c'est la fin de notre conférence. Pour conclure en deux mots, nous considérons un petit peu ce catalogue et cette exposition comme finalement une étape. Ça a duré beaucoup d'années pour en arriver là. Ça a demandé beaucoup de travail aux scientifiques qui ont travaillé sur l'interprétation de ces données, l'exploitation de ces données qui sont très très riches et qui apportent beaucoup de nouveautés sur les vers vénitiens et puis les autres. Même si leur origine et leur datation est encore incertaine, on est assez convaincus que de futures découvertes archéologiques ou archivistiques nous permettront un jour d'en savoir plus sur cette production magnifique. Et donc, nous vous encourageons à aller voir l'exposition à Écouen qui dure jusqu'au 14 février. Merci à vous.